profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je me suis réveillé avec quelque chose qui me léchait le visage. J'ai tendu la main dans mon brouillard de sommeil et en sentant une fourrure courte et douce, j'ai réalisé que Filou avait réussi à monter sur le lit. En ouvrant les yeux, j'ai vu son visage heureux et écrasé tandis qu'il me donnait une autre lèche, manifestement fier d'être monté sur le lit d'une manière ou d'une autre. La fille de l'animalerie m'avait dit qu'il s'appelait un carlin. Et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était la chose la plus bizarre et la plus mignonne que j'ai jamais vue. J'ai toujours été fasciné par les chiens en grandissant, en partie à cause des histoires de mon père sur Rex, mais je n'avais jamais vu un chien comme celui-ci sur les vieilles photos. 1 heure plus tard, je l'avais ramené à la maison, préparant son lit et sa nourriture pendant qu'il explorait l'appartement avec une détermination maniaque et bondissante. En ébouriffant sa fourrure, j'ai pensé à essayer de me rendormir. Mais je savais que c'était peine perdue. Au cours des 5 jours qui ont suivi ma dernière lettre à l'autre Benjamin, j'ai eu de plus en plus de mal à dormir. Je me sentais très coupable de ce que j'avais fait à Magali et à lui. Et plus je restais loin de cet endroit, plus je le ressentais. En vivant dans cet autre monde, mon ancien monde, j'en étais venu à me sentir piégé à l'intérieur de moi-même. Lorsque j'ai commencé à remarquer ce changement en moi, il y a quelques années, j'étais inquiet mais aussi étrangement intrigué. C'était comme si je me tenais au bord d'une grotte nouvellement formée et chaque jour j'y entrais un peu plus profondément et un peu plus souvent. Mais avec le temps, la lumière de l'extérieur ne pénétrait plus aussi bien que l'obscurité et je me perdais dans le noir. Je traversais aveuglement des rochers déchiquetés tandis que des choses invisibles se glissaient autour de moi. Et lorsque je retrouvais enfin mon chemin, je jurais que c'était la dernière fois que je me rapprochais de cette chose. Mais ensuite, j'y retournais. C'est ce qu'il y a d'amusant avec la folie. Elle vous donne l'impression d'avoir le choix, comme si les options que vous choisissez étaient raisonnables ou justifiées. Et quand vous regardez en arrière, horrifié, ce que vous avez fait, vous vous sentez complètement responsable de tout. Et c'est le cas. Je n'essaie pas de trouver des excuses ou de mettre tout ce que j'ai fait sur le compte de la corruption qui ronge lentement l'autre monde. J'ai gagné cette culpabilité, cette tare, honnêtement et par mes propres œuvres, et je la porterai toujours avec moi. Mais c'est en partie pour cela que j'aime tant Filou. En plus d'être gentil, mignon et généralement génial, il ne sait pas non plus à quel point je suis une merde méprisable. Pour la 1000e fois au cours des derniers jours, je regarde le mur à côté du bureau. La plupart du temps, je crains et j'espère en même temps qu'une porte s'y ouvre. Je suis terrifié à l'idée d'y retourner, et si jamais ils y parvenaient, je suis sûr que l'autre Benjamin et Magali essaieraient de me tuer ou de me renvoyer à l'intérieur. Au début, ma réponse était que je les tuerais s'ils revenaient. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Peut-être que nous pouvons tous survivre dans ce monde. Je peux prendre Filou et partir quelque part, et avec le temps, ils pourront oublier que j'existe. Je sais que je suis toujours fou, mais au moins maintenant je peux le reconnaître, et j'ai l'impression de sortir de la grotte et d'être en plein soleil un peu plus chaque jour. Et j'aime tellement ce monde. J'ai compris comment faire fonctionner le téléphone portable de Benjamin au bout d'1 heure environ le 2e jour de mon séjour. La plupart des gens n'ont pas de téléphone portable dans mon pays d'origine parce qu'ils ne sont pas fiables. L'un des effets secondaires de l'aggravation de la situation il y a quelques années a été que la plupart des transmissions sans fil ont cessé de fonctionner régulièrement. C'est comme les taches solaires ou les éruptions solaires, mais tout le temps. Mais j'ai eu un téléphone portable il y a quelques années, mais pas un de ces trucs sophistiqués à écran tactile. J'ai farfouillé dedans jusqu'à ce que je trouve où travaillait l'autre Benjamin, puis je me suis fait porter pâle. J'avais besoin de temps pour m'acclimater, mais aussi d'argent. Alors le lendemain, j'ai serré Filou dans mes bras et je me suis rendu sur place. Curieusement, le travail se faisait dans une entreprise qui fabriquait des cartes de vœux. Les cartes de vœux n'existaient plus vraiment là d'où je venais. Mais apparemment, l'autre Benjamin les écrivait pour gagner sa vie. Les 2 premiers jours
ont été très difficiles. Les regards étranges que me lançaient certains de mes collègues montraient bien que je ne produisais pas le genre de matériel qu'ils attendaient de Benjamin. J'ai donc parcouru tous ces anciens travaux pour me faire une idée. La plupart étaient sacrés et idiots, mais il y en avait aussi de bonnes des idées. Dans certaines d'entre elles, j'ai eu l'impression de voir l'autre Benjamin, et cela m'a permis de mieux le connaître, de le voir davantage comme une personne plutôt que comme un simple obstacle. Ou peut-être que c'était juste ma folie qui commençait à s'estomper, ma culpabilité qui commençait à se faire sentir. Quoi qu'il en soit, cela ne m'empêchait pas d'aimer aller travailler. En vivant dans cet ancien monde, même lorsque j'étais au fond de la grotte, j'avais l'impression que chaque personne que je rencontrais était une ligne à haute tension qui bourdonnait d'impulsions sombres et débordait d'un potentiel de violence. Ce n'était pas le cas de tout le monde, bien sûr, et je faisais moi-même partie de ce camp. Mais cela ne rendait pas la tension constante de la vie quotidienne plus facile à supporter. Ici, les gens ne sont pas toujours heureux ou gentils, mais au moins, ils sont normaux. C'est comme ça que je me souviens avoir été quand j'étais plus jeune. Hier, j'étais assis à mon bureau, essayant de trouver une façon de dire « joyeux anniversaire », qui ne soit pas trop choquant ou étrange, et je me suis émerveillé des bruits qui m'entouraient. Les gens bavardaient, mangeaient des beignets, parlaient de leurs vacances dans 2 semaines ou du mariage de leur fille le mois dernier. Même les choses liées au travail étaient faites d'une manière si banale et si civile que cela en devenait surréaliste. Même si cela me plaît beaucoup, à la fin de la journée, je dois rentrer chez moi et être seul. Il m'est difficile de rester trop longtemps avec des gens, même des gens normaux qui ne se mettront probablement pas soudainement à crier ou à essayer de me tuer. Je ne suis plus habitué à cela, et je ne le serai peut-être jamais. Je n'en sais rien en fait, mais j'ai déjà plus dans ce monde que je ne l'aurais jamais cru. Et les nouveaux films, je passe beaucoup de temps à regarder des films quand je suis à la maison. Ici, ils ont fait des films à partir de la trilogie Le Livre Rouge de Westmarch de Tolkien. Ils l'appellent Le Seigneur des Anneaux, ce qui est un nom idiot, mais les films sont géniaux. Mon préféré, c'est le personnage Gollum. J'ai lu qu'il l'avait fait en image de synthèse, ce qui est incroyable et plus avancé que tout ce que j'ai vu dans mon monde. J'ai failli appeler mon chien Gollum d'ailleurs, mais j'ai finalement choisi Filou. De toute façon, il ressemble un peu à Gollum avec ses yeux d'insecte. Il dort sur mes genoux pendant que j'écris ces lignes, et aussi stupide que cela puisse paraître, je pense que c'est en partie à cause de lui que j'ai tant de mal à accepter ce que j'ai fait. J'aime ce petit bonhomme, et c'est la première fois que j'aime quelque chose depuis ma Magali. Rien qu'en pensant à elle, à ce que nous avons fait l'un à l'autre quand ça allait mal, je me détesterai toujours pour ça. La question est de savoir combien de péchés je veux ajouter par-dessus. Jusqu'à quel point dois-je me haïr ? J'ai décidé d'écrire tout cela pour faire le point sur toutes ces pensées et tous ces sentiments. C'est un peu comme si je l'écrivais à l'autre Benjamin, mais sans avoir l'intention de l'envoyer. Mais je suis en train de réaliser que je devrais lui envoyer ce message. Pas seulement ça non plus, mais des instructions sur la façon de revenir, ou un message pour fixer une heure à laquelle je pourrais ouvrir la porte de ce côté-ci s'il n'est pas prêt à le faire du sien. Je ferais mieux d'attendre de savoir ce qu'il veut faire avant d'envoyer le papier supplémentaire, et j'espère ne pas arriver trop tard pour l'un ou l'autre. Et pourtant, j'entends toujours une voix qui m'appelle depuis cette grotte profonde et sombre. Cette voix me dit que je dois prendre soin de moi, qu'ils me tueront ou me forceront à revenir si je les aide. Je sais que je ne peux pas faire confiance à cette voix, mais je ne peux pas non plus me défaire du sentiment qu'elle fait partie de ce qui m'a permis de rester en vie, alors que mon propre monde s'est transformé en une sorte d'enfer. Je dois y réfléchir. Je ne veux pas perdre cette vie, mais je ne suis pas sûr qu'elle ne sera pas empoisonnée si je les laisse condamner à cet endroit terrible. Filou vient de se réveiller et veut sortir. Je pense que je vais l'emmener faire une longue promenade et ensuite je verrai pour envoyer une lettre. L'histoire se déroule maintenant selon le point de vue du Benjamin original, qui a été enlevé par l'autre Benjamin de l'autre monde. Enlever un enfant n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, surtout ici. D'une part, il y a moins de monde et d'autre part, tout le monde est beaucoup plus prudent, surtout avec les enfants.
Les premiers jours où Magali et moi sommes sortis, nous n'avons vu que quelques enfants. Nous avions prévu de sortir seulement 2 heures à la fois, dans des directions différentes. Nous voulions nous assurer que si nous voyions quelque chose comme ce qui s'est passé dans le parc, nous pourrions rentrer à l'appartement relativement rapidement, et de cette façon, nous explorions différents endroits potentiels à chaque fois que nous allions quelque part. Nous avons vu un certain nombre de choses à cette époque. La plupart d'entre elles étaient relativement bénignes. Des gens qui parlaient tout seuls ou qui se disputaient bruyamment, qui agissaient de manière erratique ou qui étaient étrangement agités et émotifs. Nous avons assisté à quelques bagarres et un homme s'est précipité dans la rue et a commencé à poignarder une femme qui traversait tranquillement la rue. La chose la plus troublante a été très brève et je ne pense pas que Magali l'ait vue. Nous marchions vers le sud ce jour-là, nous demandant si nous devions aller plus loin que d'habitude dans l'espoir d'atteindre une école qui était censée se trouver à quelques pâtés de maison. C'était un grand risque d'enlever un enfant dans une école, surtout quand nous devions faire tout ce chemin à pied avec lui. Mais chaque jour, nous devenions plus désespérés. Et plus nous passions de temps à voir cet endroit, plus la question de savoir si nous devions le faire s'estompait au fur et à mesure que la question de savoir comment le faire devenait de plus en plus pressante. Alors que nous marchions, j'ai jeté un coup d'œil dans une allée que nous traversions. J'ai vu une femme et un enfant d'une dizaine d'années penchés sur un homme affalé contre une benne à ordures. J'ai d'abord cru qu'il se penchait pour le surveiller, mais le petit garçon s'est retourné et m'a regardé avec des yeux d'un vert profond qui pétillaient de folie. Sa bouche était couverte de sang et de morceaux de chair provenant de l'endroit où ils avaient mangé l'homme. Et alors que ma bouche s'ouvrait, il m'a souri et s'est léché les lèvres. J'ai essayé de ne pas perdre le rythme pour ne pas alerter Magali, et le dernier regard que j'ai vu a été la main de la femme sur l'épaule du garçon. C'est peut-être ma peur ou un jeu d'ombre, mais je jure que j'ai vu sa main s'enfoncer lentement dans le corps du garçon, comme si elle coulait l'une dans l'autre comme de la cire de bougie rose. J'ai dit à Magali que nous devrions continuer, tout en décidant au fond de moi que nous prendrions un autre chemin pour retourner à l'appartement. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule, mais à mon grand soulagement, je n'ai vu aucun signe que nous étions suivis. C'est ce jour-là que notre chance a tourné. À 1 kilomètre de là, nous avons trouvé une école primaire. L'école avait déjà fermé ses portes pour la journée, mais le lendemain, nous étions de retour très tôt, et après avoir passé la majeure partie de la matinée à observer, nous avions un plan. La plupart des enfants venaient en bus scolaire ou étaient déposés par leurs parents, mais il y en avait quelques-uns qui venaient à pied le matin. En supposant que c'était également le cas l'après-midi, nous attendions simplement un petit enfant qui marchait seul, de préférence une fille, puisque c'est ce que le faux Benjamin avait utilisé et c'était tout. C'était terrible, et je détestais toujours l'idée de le faire, mais il fallait le faire. Je devais essayer d'arranger les choses, même si je devais faire le mal pour y arriver. Et je me suis dit que ces enfants n'avaient pas d'autre avenir qu'une courte vie remplie de douleur et de peur. Je n'ai pas réussi à me convaincre que tuer l'un d'entre eux était une pitié, mais cela a au moins atténué ma culpabilité. L'école s'est terminée, et nous avons vite compris qui nous suivions. Alors que la plupart des enfants qui marchaient étaient partis par paire ou par groupe, il y avait une petite fille qui s'était mise en route toute seule, comme si elle avait hâte d'être loin des rires, des bousculades et des plaisanteries des autres enfants qui se faisaient ramasser ou qui partaient à pied. Elle avait de l'embonpoint, de longs cheveux noirs filandreux et mal coiffés. Ses vêtements étaient manifestement vieux et sales par endroits, et lorsqu'elle marchait, je pouvais voir que la semelle commençait à se séparer à l'arrière de l'une de ses baskets rouges. Elle avait l'air triste et mal aimée, et je devais lutter contre l'envie de dire à Magali que c'était une erreur. Mais quand je l'ai regardée, tout ce que j'ai vu, c'est la détermination sinistre, presque maniaque, que j'avais observée depuis que nous avions commencé cela quelques jours auparavant. Elle n'avait plus de pitié, ni d'équivoque à ce stade, et comment lui en vouloir, compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu. Nous avons donc suivi l'enfant jusqu'à ce qu'elle prenne un chemin différent de celui qui mènerait à l'appartement. Et nous nous sommes alors approchés d'elle pour lui dire qu'elle devait venir avec nous. Elle nous a demandé pourquoi, et nous lui avons donné la réponse générique que nous avions prévue. Un membre de ta famille a été blessé, et on nous a dit de venir te chercher.
On n'a pas encore tous les détails. C'était vague et boiteux, mais nous espérions que cela suffirait à la faire avancer d'1 kilomètre ou 2 avant qu'elle ne pose d'autres questions. Elle a semblé peser nos mots, et j'ai compris qu'elle ne nous croyait pas vraiment. Pour une douzaine de bonnes raisons d'ailleurs. Pourtant, à ma grande surprise, elle s'est contentée de hausser les épaules d'un air résigné. Et elle a dit « D'accord, je viens ». Je me suis dit que les enfants étaient probablement en train de devenir fous dans cet endroit, tout comme les adultes. Et compte tenu de ce que j'avais cru voir dans la ruelle, je me suis rendu compte à quel point cette petite fille pouvait être dangereuse. Mais pendant que nous marchions, elle n'a pas essayé de nous attaquer, ni même de se plaindre. Elle avançait docilement, et après quelques kilomètres, j'ai commencé à me demander quelle devait être sa vie pour qu'elle accepte d'être enlevée aussi facilement. Mais j'ai repoussé cette idée. Moins je la considérais comme une personne, comme une petite fille triste, mieux c'était. Le voyage de retour prenait plus de temps que prévu. Non pas à cause de problèmes avec elle, mais parce que nous nous étions perdus. À mesure que le crépuscule avançait, les points de repère semi-familiers devenaient moins familiers. Et d'une manière ou d'une autre, en changeant d'itinéraire, nous avons pris un mauvais virage. Nous sommes arrivés à l'appartement sans incident malgré tout, mais bien après la tombée de la nuit. Et la petite fille, résolument stoïque, avait commencé à murmurer qu'elle avait faim et qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Lorsque nous sommes montés à l'étage, j'ai partagé un regard avec Magali en disant à la fillette que nous lui préparerions un dîner après lui avoir montré quelque chose dans l'autre pièce. Le papier et le couteau étaient déjà installés dans la chambre. Je me suis dit que cela devrait aller assez vite. Mais quand la fille a de nouveau demandé à aller aux toilettes, j'ai cédé, lui disant d'y aller mais de faire vite. Elle a acquiescé et s'est empressée d'aller dans la salle de bain du couloir, fermant la porte derrière elle. Magali m'a jeté un regard dur auquel j'ai répondu par un haussement d'épaule. « C'est 5 minutes, et je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Ce n'est qu'une petite fille après tout. » Je lui ai dit. Son expression s'est un peu adoucie, sa voix imitant mon ton feutré. « Je sais, je veux juste en finir, il faut qu'on rentre, » m'a-t-elle dit. J'ai acquiescé, et j'ai pensé à tendre la main pour la réconforter, mais ce n'était vraiment pas le moment. Nous devions rester concentrés et surmonter cette épreuve. Ensuite, et alors ensuite seulement, nous pourrions nous aider mutuellement à retrouver une vie normale. Au bout d'1 minute, la chasse d'eau fut tirée. Immédiatement, les tuyaux se mirent à couiner et à cliqueter avec un niveau de bruit qui me surprenait encore après presque une semaine d'utilisation. Magali m'avait mis en garde contre ces tuyaux, comme le fait de ne pas les utiliser. Il fait nuit. Les yeux de Magali s'écarquillent de panique. Il a dit de ne jamais tirer la chasse d'eau après la tombée de la nuit, m'a-t-elle expliqué. J'ai senti la peur monter dans ma poitrine et j'ai essayé de l'ignorer. Mais non, je suis sûr que tout ira bien. Quelles sont les chances qu'une bande de vagabonds patrouille à l'extérieur en ce moment même, n'attendant qu'un signe de vie pour s'introduire, ai-je dit. Pourtant, je sentais mon cœur s'emballer et j'allais frapper à la porte de la salle de bain quand la fille est sortie, l'air troublé par notre excitation. Je lui ai pris le bras et l'ai entraînée dans la chambre. Elle était toujours silencieuse, mais elle commençait à résister physiquement. Heureusement, Magali était là et l'a attrapée par derrière, entourant la poitrine de la fille de ses bras. « Je la tiens, fais-le, dépêche-toi !» J'ai lâché le bras de la fille et j'ai regardé le visage de Magali. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus et d'être une personne différente de la femme que je connaissais et que j'aimais. Son sourire facile et ses yeux brillants et intelligents avaient été remplacés par un regard sinistre et des pierres ternes qui me transperçaient tandis qu'elle attendait que je saisisse le couteau. Je l'ai pris et j'ai eu le temps de penser au poids qu'il faisait, à la façon dont il se sentait dans ma main. L'instant d'après, il y a eu un fracas qui semblait provenir de la porte d'entrée de l'appartement. Quelqu'un essayait de forcer le passage. Les yeux de Magali s'écarquillèrent et sa poigne sur l'enfant se resserra. Elle était maintenant hystérique. « Fais-le maintenant, putain! Fais-le maintenant avant qu'il ne nous tombe dessus, crétin !» Prenant soin d'éviter le visage de l'enfant, j'ai déplacé mon regard vers le couteau. Prenant une grande inspiration, je l'ai enfoncé dans l'estomac de la fillette. Malgré cela, elle ne s'est pas plainte, si ce n'est pour émettre un petit « ouf »
comme si on lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Je commençais à pleurer, mais le bruit d'éclatement de la porte d'entrée qui cédait enfin m'a encouragé. J'ai mis mes doigts dans le sang qui coulait de la blessure au couteau et je me suis retourné pour tracer le rectangle à l'intérieur de la porte en papier. Immédiatement, une fissure est apparue et à mon contact, la porte s'est ouverte. Je me suis éloigné en traînant les pieds et j'ai dit à Magali de passer, voyant 2 hommes et une femme entrer dans le salon et me regarder au loin. J'ai sursauté et j'ai claqué la porte de la chambre en tournant la serrure, sachant que la porte ne tiendrait que quelques secondes. En me retournant, j'ai vu Magali disparaître par la porte et j'ai plongé derrière elle, me faufilant à travers et retournant dans mon monde. La première chose que j'ai remarquée en passant était des aboiements. J'ai levé les yeux et j'ai vu Magali qui se tenait tout près, le couteau que nous avions utilisé sur la fille dans sa main. « Recule, enfoiré !» Magali lui a lancé un grognement. Le faux Benjamin était sur le point de répondre quelque chose, mais c'est alors que j'ai tiré vers l'arrière à travers la porte. Des mains rugueuses me tenaient, tirant sur mes vêtements et m'éloignant de mon chemin vers la maison. J'ai levé les yeux et j'ai vu des visages étranges avec de petits symboles tatoués entre les sourcils de chacun d'entre eux. Ils n'avaient pas l'air en colère, ni même contrariés, alors qu'ils commençaient à me donner des coups de poing et des coups de pied. C'était paradoxal. Au contraire, ils étaient placidement calmes, presque ennuyés, comme si ce qu'ils faisaient faisait partie de leur routine quotidienne. Et c'était probablement le cas. J'ai essayé de me mettre en boule, mais j'avais déjà très mal, et protéger mon ventre ne faisait qu'exposer davantage mon dos. J'ai fermé les yeux. Je savais que j'allais mourir ici, battu à mort par des étrangers dans un monde inconnu. Mais l'un d'eux s'est mis à crier. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le faux Benjamin retirer le couteau que Magali tenait des yeux de l'un des hommes. Alors que l'homme commençait à tomber, la femme a cessé de me donner des coups de pied pour sauter sur le dos du faux Benjamin en poussant un hurlement furieux. Il a poussé vers l'arrière, la plaquant contre le mur et enfonçant le couteau dans son flanc. Son hurlement s'est transformé en un cri de douleur, et alors qu'il retirait le couteau, il s'est retourné pour l'enfoncer dans son cou avec un bruit humide qui m'a fait grimacer. Je me suis rendu compte que l'autre homme était parti pendant ce temps. Et j'allais le dire au faux Benjamin, mais il était occupé à regarder le tatouage sur le visage de la femme. « Putain, ok, tu dois sortir d'ici, repasser par la porte. Je vais la détruire dès que vous partirez, et ensuite j'essaierai d'attraper cet enfoiré et ses potes. » J'étais vraiment perdu, mais j'ai soudain senti que je ne devais pas laisser le faux Benjamin ici, malgré tout ce qu'il avait fait. « Pourquoi tu ne reviens pas avec nous ? Tu pourras payer ici pour tes crimes. » Il m'a regardé un moment, puis a secoué la tête. « Je ne peux pas. Ce ne sont pas des criminels ordinaires. Ils font partie d'un des grands cultes qui ont vu le jour ces dernières années. Ils s'appellent eux-mêmes la Maison de la Griffe. S'ils découvrent comment fabriquer une porte, rien ne les empêchera, eux et Dieu sait quoi, de se déverser dans votre monde. Ils se déplacent toujours par groupe de 4 ou 5. Alors je dois essayer d'attraper le reste d'entre eux maintenant. » Il marqua une pause. « Mais je vous remercie de votre offre, et s'il vous plaît, prenez soin de mon chiot. Il s'appelle Filou et c'est un très bon garçon. » Je voyais bien que le faux Benjamin pleurait, mais je savais que nous n'aimions pas que les gens fassent des commentaires sur nos pleurs. Alors j'ai laissé tomber. « Benjamin, si tu survis et que tu veux venir, utilise l'un de ces bouts de papier et envoie-moi un mot. Je t'enverrai plus de papier pour faire une porte. » J'ai laissé de côté l'idée qu'il devait tuer un autre enfant, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il y pensait. Mais il a secoué la tête. « Ne vous inquiétez pas pour ça. On doit être prêt à faire des sacrifices pour ce qui compte. Je le comprends mieux maintenant. Allez-vous-en. Ayez une bonne vie tous les deux et je suis vraiment désolé pour tout. » nous disait-il en sanglots. J'acquiesçai et me retournai sur le ventre, rampant aussi vite que ma douleur me le permettait. Dès que mes pieds ont franchi l'autre côté, la porte a disparu. J'ai levé les yeux pour voir Magali tenir le chiot tremblant, qui m'a regardé un instant avant de se remettre à aboyer frénétiquement et à se tortiller. 6 heures se sont écoulées depuis. J'ai trouvé et lu ce que l'autre Benjamin avait écrit, et à sa décharge, Magali a été honnête après avoir lu sa lettre. Elle m'a dit qu'elle avait menti sur le fait qu'il avait abusé d'elle, et m'a raconté
ce qu'elle dit être le récit véridique du temps qu'elle a passé avec lui et moi. Elle est partie il y a quelques heures pour rentrer chez elle et faire le ménage, et se reposer surtout. Nous nous sommes serrés dans les bras quand nous nous sommes séparés à ma porte, mais je peux dire que tout est différent maintenant. Quelque chose s'est brisé entre nous. C'était trop fragile ou trop rigide pour supporter le poids de tout ce que nous avons vu, dit et fait. Et le plus triste, c'est que je suis d'accord avec ça. Le mois dernier m'a permis de mieux comprendre ce à quoi je peux survivre. En ce moment, j'essaie de me lier d'amitié avec un petit chiot nommé Filou. C'est un petit bonhomme très mignon, mais il roule des yeux méfiants chaque fois que j'essaie de m'approcher de lui. Je ne suis peut-être pas le bon Benjamin pour lui. Je commence à penser que je ne suis pas le bon Benjamin pour beaucoup de choses. J'ai cherché un signe sur le bureau toute la nuit, mais il n'y a rien eu. Finalement, après avoir pris une deuxième longue douche et redonné de l'eau à Filou, je me jette dans le lit et m'endors profondément. Je commence à me réveiller et je peux dire que c'est soit tôt le matin, soit tôt le soir, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, c'est Filou qui m'a réveillé, en aboyant après quelque chose. Je me retourne et je vois qu'il saute et aboie sur le bureau. Il y a dessus un bout de papier bleu. Je saute du lit, j'essuie le sommeil de mes yeux et je le lis. Je les ai eus. Heureusement pour moi, la chambre n'a pas eu peur de recruter des jeunes. J'arrive tout de suite. Dis à Filou qu'il est mon précieux, il comprendra. En riant et en me sentant stupide, j'ai lu la note à Filou, qui rebondissait avec excitation contre ma jambe, comme s'il savait ce qui allait se passer. Et c'est alors que je l'ai vu. La porte était sur le point de s'ouvrir pour la dernière fois.